wanted, don't be ashamed to cry. You gotta be. I have to sing in the studio. I have to let everybody leave. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais l'ère dans laquelle nous sommes produit très souvent, voire un poil trop souvent, selon moi, le contraire absolu de ce qu'elle prône pourtant de façon incessante. What would you have liked to have achieved by then? Just writing more songs and being, working a lot more harder and getting myself recognized and attaining international success. Nous sommes en 91 dans les rues de Londres, où il y a une jeune fille, Désirée Annette, de 22 ans, qui se pose des questions. Elle a grandi avec des parents qui la biberonnaient au jazz, à la soul, à la musique. Son père a lui-même été musicien du côté de Rihanna à la Barbade, et elle a envie de faire carrière. Mais son père, qui connaît un peu le métier, lui a toujours dit que c'était vraiment pas un truc pour elle. Pourtant, ça la chatouille, ça la travaille. Elle veut inscrire son univers par-ci, par-là. Et un jour, alors qu'elle a eu l'occasion d'enregistrer une démo, son petit ami et elle décident de l'envoyer à Sony. Et en vrai, on devrait se dire, bon, comme des centaines d'autres artistes, c'est passé à la trappe. Mais non, Désirée, qui se fait appeler Desiree par ses amis, va avoir une chance incroyable parce que sa démo va tomber dans les bras d'un responsable du label. Il va écouter sa voix, il va trouver ça absolument extraordinaire, il va la rappeler tout de suite et la chanson que Desiree lui aura envoyée en démo va sortir, tenez-vous bien, 3 mois simplement. Et on ne parle pas de 2022 en fait, on parle de 91. En moins de 3 mois, ils vont faire tout un setup parce qu'en réalité, quand on la regarde, quand on écoute le titre sur lequel elle danse et qu'elle incarne totalement, elle était déjà prête. Ça s'appelait Feel So High. Personnage particulier, elle peint dans son clip toute tranquille là, elle fait pas mal de mouvements de bras et surtout dans cette vidéo, il faudra beaucoup regarder ses bras. Et justement, ce truc surprend, y compris dans la presse, cette femme noire avec ses cheveux qui débarque dans le game, qui ne ressemble pas trop aux autres. On ne saurait pas totalement comment la cataloguer, mais on va quand même réussir à dire en gros, parce que la voix est un peu grave et que de l'autre côté, il y a ce son un peu soulful, que c'est un mélange entre Tracy Chapman qui vient de cartonner et Anita Baker qui est la reine de la Quiet Storm aux USA. Il leur fallait la mettre dans une case. Parce que le souci de Desiree à ses débuts est qu'on n'arrive pas à savoir si elle sera une sorte de grande diva soul qui s'introduit tout doucement dans le game. Surtout que l'album Mind Ventures est peut-être son album le plus R&B dans la formule, avec de très belles ballades comme Save Me. Ou si elle sera une folkeuse parce qu'il y a plein d'influences justement pop, folk dans son son. Toujours est-il que ça prend un crescendo en Angleterre, elle commence à se faire un petit nom jusqu'au jour où elle rencontre Terence Trent D'Arby qui à l'époque était encore une grosse star dans le game. Rappelez-vous qu'on l'a comparé à Prince, à Michael Jackson, il a encore un très gros nom, il tombe totalement amoureux de sa voix et justement il lui propose de faire un duo qui, au lieu de la rafraîchir sur la scène anglaise, va faire quelque chose qui était totalement inédit à l'époque pour une chanteuse anglaise et encore plus pour une chanteuse noire anglaise, d'exploser sur le public américain. C'est encore hyper difficile aujourd'hui et nous sommes en 93. Delicate a son petit succès et surtout les Américains se demandent effectivement qui est la chanteuse qui l'accompagne. La maison de disques américaine commence à s'intéresser précisément à Desiree, portée par cet élan-là. Elle a aussi son disque d'or en Angleterre et il commence donc à travailler sur le second album qu'elle va principalement écrire et qui va tout de suite se ressentir dans une vibe beaucoup plus soul dans la manière dont il sera abordé. Ça, c'est un vieux débat qu'on a déjà un peu effleuré dans pas mal de vidéos, mais il y a un peu souvent une dispute familiale entre les artistes anglais soul et les artistes anglais américains. D'ailleurs, c'est plus ou moins globalement entre les artistes afro-américains et les artistes anglais dans la manière d'aborder la musique. Des fois, les artistes anglais auront plus de liberté, plus de flexibilité dans la manière d'aborder leur son et seront de fait moins hood que les artistes afro-américains qui seront plus attachés aux racines. Des fois aussi, il peut se trouver que certains artistes anglais aient cette soul un peu plus hype, beaucoup plus lisse que celle des artistes afro-américains qui peuvent parfois se sentir un peu frustrés par ça parce qu'ils estiment que cette soul-là
sans l'âme de l'Amérique serait plus marketable et que donc de fait eux resteraient un peu en backtrack. Donc il y a souvent cette petite bataille là dans laquelle Desiree apparaît pile en 94 et ce qu'elle fait c'est qu'elle va réussir à rattraper donc un soul pop américain avec des paroles très simples, ce qui va donner cet hymne que quasiment tout le monde connaît, mais si vous ne connaissez pas la chanson, vous la connaissez, ça s'appelle You Gotta Be. C'est un message d'espoir où elle explique que la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais à chaque fois il faut se battre, il faut continuer à espérer, qui ressemble d'ailleurs aussi un peu à ce qu'elle disait déjà sur Feel So Right, c'est-à-dire que même si là elle parlait d'une relation sentimentale, elle était déjà dans cet esprit de se dire franchement je dois me sentir bien, je dois me sentir plus grande que je ne suis. Elle retrouve ce même message là sur le premier single de son second album avec un son plus soul alors que désormais elle est marketée aux États-Unis. Ça va totalement exploser partout dans le monde et lui donner une renommée qui était peu commune. Et surtout le clip est un des clips les plus diffusés de toute l'histoire de la musique américaine et notamment c'est même le clip le plus diffusé de la chaîne VH1 et j'irai même plus loin en vous disant que pour moi c'est l'un des clips les plus marquants de toutes les années 90 et je sais que là vous allez être fortement étonné, vous allez me dire oui mais Stevie elle est simplement là en train de tourner, on ne sait pas si elle joue les marionnettes indiennes, si elle est à Bollywood ou si elle est dans un petit village en Afrique, elle ne fait pas grand chose et c'est exactement quand on regarde ce clip le fait qu'elle ne fasse pas grand chose, elle joue avec ses mains là et qu'elle réussisse à te captiver sur 4 minutes et à retranscrire l'esprit de la chanson, sachant qu'en plus c'est elle qui fait tout. Elle fait sa propre chorégraphie, voilà, ses propres mouvements d'abdos. C'est-à-dire qu'elle structure toute la vidéo et tout ce pan intemporel qui compose totalement la chanson. I've always been from a child interested in the way people behave, body language, communication and things like that. Je sais que ça peut vous paraître chelou, d'ailleurs, je pense comme vous, elle est chelou. Elle n'est pas comme toutes les autres. Parce que nous sommes en 94, c'est une femme noire qui est là dans ses clips, elle a ses vrais cheveux, elle chante sa petite soul un peu revendicatrice là. Et les cheveux dans ce truc précis sont très importants parce qu'on lui demande à plusieurs reprises, est-ce que tu ne pourrais pas aller là, c'est moi l'artiste. Tout le reste là, ça ne nous regarde pas, je ne veux pas de chorégraphe, je veux mes propres cheveux, je veux écrire ma chanson. Bref, vous connaissez déjà un peu ce genre de topo, mais ce n'est pas innocent. Jusqu'à encore récemment, on a vu une interview de Michelle Obama qui désormais, depuis qu'elle n'est plus première dame, nous explique qu'elle peut aborder ses vrais cheveux et que c'était beaucoup plus compliqué quand elle était censée être vue ou critiquée par la majeure partie de l'Amérique. Et on rappelle que eux ils ont été élus en 2008. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé, mais c'était hyper rare de voir une chanteuse marketée comme ça sans être dans un sillon précis, parce que même sur le lien entre Tracy Chapman et Anita Baker c'était un 0 sur 20 et ça va encore plus se voir sur le second single qui donne son titre à l'album qui s'appelait I Ain't Moving et qui était là encore assez inédit dans la manière dont elle abordait les choses, en mode justement où elle répondait à l'industrie. Je ne vais pas m'éloigner de mon visage, je ne vais pas le faire de mon ethnie, de ma race, et je ne vais pas le faire de mon histoire. C'est-à-dire que ce sont des discours qu'on entend parfois beaucoup de nos jours, mais qui sont rarement poussés chez les inconnus. Des nouveaux artistes ou des artistes peu connus qui porteraient ce genre d'essence sont très rarement portés. Et là, en 94, alors qu'il n'y a quasiment rien et que c'est hyper chelou, elle réussit à trouver un écho encore avec ce single-là qui donne son titre à l'album. Ça veut dire que ce n'est pas rien. Et là, le label américain se dit, mais on a quand même trouvé une autre perle rare. Elle emballe ses messages dans des phrases un peu généralistes. Apprendre à s'aimer, c'est important. Un homme intelligent et sage, il ne dit jamais une parole. Un idiot parle sans cesse. Et là, vous avez compris Desiree, mais aussi toutes les forces et les faiblesses du schéma. C'est-à-dire que oui, les gens aiment le côté un peu nouveau de la chose, mais de l'autre côté, ça peut être difficile pour une audience afro-américaine de connecter. Parce que oui, sur le message de certains titres, You Gotta Be, ce genre de choses, mais au-delà de ça, elle a quand même ce petit truc du chakra, des phrases un peu légères qui sont pas forcément connectées à ce que peut vivre quelqu'un dans le ghetto afro-américain en fait. C'est d'ailleurs pour ça que le label la renvoie, au lieu de continuer à exploiter les titres de I Ain't Moving, à son premier single Feel So High. Ils lui font retourner le clip qui d'ailleurs pour le coup ressemble un tout petit peu
peu à un clip de Janet Jackson et donc il la ressort, elle remonte encore ses abdos là, elle fait ses petits pas avec les mains et toujours tout est chorégraphié par elle-même et je sais que certains me diront c'est pas bien dur mais bon, c'est toujours elle qui fait tout. Après le succès de son second album, elle est invitée partout dans le monde, au Japon. D'ailleurs, l'Angleterre devient même un de ses marchés les moins forts tellement elle est connue un peu partout. Elle fait des tournées, on la voit avec Stevie Wonder, avec Seal. C'est vraiment un très très gros succès pour elle. Mais elle ne s'y attache pas forcément parce qu'elle vit toujours dans son petit appartement avec sa mère, ses frères, ses sœurs. Et elle ne veut pas du tout vivre la vie de superstar. Elle en est totalement éloignée. Et quand on lui dit en 96 qu'elle est censée enregistrer un titre pour la bande originale du film Roméo et Juliette, elle est même surprise que Baz Luhrmann ait pu penser à elle et pourtant elle va lui écrire une chanson absolument magnifique qui s'appelait Kissing You, qui intervient à un moment absolument parfait dans le film pour ceux qui l'ont vu et qui va toucher des millions de gens et aider la bande originale à se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Là, le label se dit qu'il faut continuer à la marketer pour qu'elle devienne une superstar internationale. Donc, on appelle plusieurs gros producteurs. Mais Destry veut faire les choses exactement comme elle veut. Elle s'éloigne un peu pendant plusieurs années. Elle prend quasiment 4 ans pour faire son 3e album. Et elle va revenir avec un album beaucoup plus pop, beaucoup plus anglais et totalement inattendu par rapport à ce que les gens attendaient d'elle sur le public américain. Qui était lancé par le single Live, qui reste exactement dans la même mouvance de ce qu'elle avait en réalité toujours fait. En fait, Destry, c'est une sorte de musique de motivation. Je sais que vous allez vous dire que c'est bizarre parce que quand on la voit comme ça, elle n'a pas l'air de faire de la musique de motivation, mais ça l'est, même si c'est flouté, sa voix veloutée là. Et Live d'ailleurs, pour le pire comme le meilleur, c'est effectivement la musique de motivation parce que en 2007, la chanson va être élue titre le plus mal écrit de l'histoire de la pop music à cause des paroles. J'ai peur du noir, surtout quand je suis dans un parc, quand il n'y a personne d'autre autour. Oh, j'ai des frissons. Je ne veux pas voir un fantôme, c'est la vision qui m'effraie le plus. J'aimerais mieux manger un morceau de pain grillé et regarder les infos du soir. Claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. Ce qui est drôle d'ailleurs parce que je trouve que Live est une sublime prestation vocale. Il montre vraiment à quel point c'est une chanteuse très aiguillée, très précise parce que la tonalité sur laquelle elle est et la manière dont elle fait varier sur les toutes petites vibrations est très maligne et donne tout le ressenti de cette chanson qui est en réalité un texte hyper simple pour pouvoir mettre en exergue la problématique de la vie qui serait parfois pas très simple mais qu'on réussit quand même jusqu'au bout à affronter. Ça va être un autre gros succès pour elle, mais notamment en Europe, parce que d'un coup là, elle abandonne quasiment le marché américain, qui n'écoute pas forcément ce genre de titre, encore moins dans le carcan américain, venant d'une chanteuse qu'ils ont connue vraiment très très saoul, et qui défendait certaines valeurs et qu'ils retrouvent sur quelque chose de beaucoup plus mièvre, et déjà ça semblait un peu mièvre pour eux, mais là c'est encore trop guimauve, donc de fait, elle perd totalement sa base américaine, mais elle s'en fout d'ailleurs, l'album s'appelle Supernatural. On revient à son besoin de liberté, et le second single était une chanson qui parlait d'astrologie. Quand vous voyez les chanteuses américaines, afro-américaines, venir parler d'astrologie dans une chanson qui s'appelle What's Your Sign et expliquer quels seraient les signes qui fonctionneraient le mieux les uns avec les autres, c'est clair qu'elle était totalement déconnectée pour eux. Et en plus même pour les Européens parce que la chanson va aussi se planter en Europe. Et juste après l'emphase du succès de Live, Destry décide petit à petit de se retirer de l'industrie du disque. Elle ne veut plus faire de prestations, plus d'apparitions. Elle faisait déjà hyper peu d'interviews. Elle avait expliqué à plusieurs reprises que chanter pour elle sur scène était toujours une immense frayeur. Elle avait toujours très peur d'entrer, de voir des millions de gens l'acclamer, même si ça semblait être quelque chose d'hyper naturel. Ça ne l'était pas pour elle. C'est pour ça qu'elle va prendre quasiment 5 ans avant de revenir en 2005 avec un single qui s'appelait It's OK. Mais pour moi, en réalité, ce retour sur cet album qui va s'appeler Dream Soldier, c'était juste pour finaliser son contrat avec le label. Et le premier single qui s'appelait donc It's OK, là encore, on la retrouve sur une chanson où elle dit que bon, même si tu es serveuse, les gens sont irrespectueux, la journée se passe super mal, tu n'en peux plus, ça va aller, il y aura des jours meilleurs.
a heavy head. You think you've caught the flu. C'est état d'esprit, quoi. Dans cet écosystème, l'album flop, mais il n'y a pas énormément de promos, elle ne fait quasiment aucun live et elle décide juste après de totalement s'éloigner de l'industrie du disque qu'elle n'apprécie pas ou elle ne semble pas s'épanouir. Elle devient une sorte de naturopathe, on la voit quelquefois à de rares événements en 2005 et 2006, mais globalement autrement, Day3 est sorti du game jusqu'au moment où en 2007, l'équipe d'une chanteuse super populaire aux États-Unis envoie un mail à son avocat demandant de reprendre la fameuse chanson de Roméo et Juliette, le fameux Kissing You. Day3 entend ça et se dit « Ah, les chanteuses américaines là, je les connais. » Parce qu'effectivement, elle avait déjà eu un problème en 98 avec Janet Jackson. Le problème s'opposait sur la chanson God Till Is Gone avec Q-Tip qui était le premier single de l'album. Et pour ceux qui s'en souviennent, sur cette chanson-là, normalement, vu qu'on a vu plein d'extraits de Feel So High depuis le début, vous avez quand même dû capter une ressemblance évidente entre les deux titres. Show me your company. Come and tell me who you are. Oui, Day3 va s'estimer plagié sur son premier titre. Les producteurs de Janet seulement commencent à dire que oui, mais dans le clip, tu essaies de nous copier, tu essaies de copier Janet, de montrer les abdos, on va dire, hey, on vous parle de mélodie. Et au final, effectivement, Jimmy Jam et Terry Lewis vont trouver un accord avec elle pour l'accréditer sur cette fameuse chanson-là. Parce que les notes entre les deux titres sont incroyablement similaires et ce n'est pas tout. Je pense que, et là je vous dis mon ressenti, que Day3 sur Feel So High a plein de chansons sur lesquelles elle peut porter plainte, comme ce titre de Cléopatra. Je peux devenir son agent. Donc, en réalité, elle est rodée et comme elle tient à son Kissing You, elle dit, bon, c'est de là, je vais permettre à cette Beyoncé de reprendre ma chanson. Mais je vais lui demander deux choses. Pour que ce soit toujours mon titre et qu'on ne me vole rien. 1. Il n'y a pas de clip. 2. Elle ne change pas le titre de ma chanson. Parce que je connais les Américains là. On va prendre mon truc, après on ne saura même plus que c'est moi. Donc non, pas de clip, elle ne change pas le titre de ma chanson, mais elle est autorisée parce que bon, je suis une artiste, c'est une artiste, à reprendre ma chanson, je lui donne ce droit-là. L'avocat, depuis le Big Bang, envoie le petit oiseau à l'oncle Tom. Ils n'ont pas de réponse pendant plusieurs mois et ils finissent même par se dire que peut-être que Beyoncé a abandonné le projet. Sauf que pile au moment où la réédition du fameux album B-Day de Beyoncé sort, ils se rendent compte que non seulement Beyoncé a changé le titre, maintenant ça s'appelle Still in Love et entre parenthèses derrière Kissing You, mais en plus, comme l'album était un album visuel, elle a fait un clip sur la plage. Alors, je me souviens parfaitement de cette histoire parce que je l'avais vécu day by day sur les formes de R&B à l'époque, mais surtout parce que j'avais appris des choses dans la manière dont ça s'était tramé. Moi, je pense que Beyoncé, notamment Matthew Knowles, voulait leur faire un coup de force. Ce sont des vieux sages. Ils voient venir que on peut nous flouer. Donc, on leur dit tout de suite, pas de clip, pas de changement de nom. Mais comme Matthew et sa fille se disent que on en a besoin pour pouvoir se réapproprier la chanson qui pourrait avoir un plus gros succès avec notre image, en fait, ils le font, ils le sortent et se disent, on va les mettre sur le fait accompli et la petite Yugalebi, elle va rien pouvoir faire. Sauf que justement, entre parenthèses, la fille ne se laissait pas faire et dès qu'ils vont voir que B-Day sort avec le clip et la chanson qui est donc remaniée, ils vont retirer leur proposition, ce qui voulait dire qu'ils annulaient la permission de Beyoncé de simplement reprendre la chanson qu'ils avaient autorisée au début. Ils vont aller encore plus loin, ce qui est assez rare dans l'industrie. Ils vont porter plainte et on va retirer des disquaires les exemplaires donc frauduleux de B-Day. Ça veut dire qu'en gros, les albums de Beyoncé qui étaient sortis, qui avaient été imprimés par Sony avec Still in Love Kissing You, vont être rappelés parce que c'était de la vente frauduleuse de l'œuvre de Day3 et c'était encore censé aller plus loin jusqu'à ce que quelques mois après, ils réussissent à trouver un arrangement, à savoir qu'ils lui ont payé un bon gros chèque auquel ils finissent par leur dire non, vous n'allez pas utiliser ma chanson. Parce que jusqu'aujourd'hui, même si vous voyez le titre sur YouTube, Beyoncé n'a pas le droit légalement de vendre cette chanson de Day3, mais ils ont dû grassement
la rémunérer. Beaucoup de gens étaient tombés sur Beyoncé à l'époque. Des'Ree a une image plutôt simple. C'est la tata qui vient là vous encourager. Elle a des termes un peu bateaux, un peu chelous, mais elle ne veut du mal à personne. Il faut donc la laisser tranquille. Et la voir comme ça, devoir se battre pour son travail, ça avait choqué. Et Matthew était venu au secours de son artiste en disant qu'elle n'avait rien à voir avec tous ces documents administratifs. Elle avait juste enregistré la chanson et que ce n'était non pas de sa faute. Toujours est-il qu'après ça, Des'Ree a pris son petit chèque. Elle s'est totalement éloignée de tout, c'est-à-dire qu'on l'a plus jamais vue jusqu'en 2019 où elle a sorti un album où il n'y avait pas sa tête sur la pochette. On ne sait pas où elle habite, on ne sait pas où elle vit. Elle a créé un petit compte Twitter où elle a 1200 abonnés et l'album s'appelait A Love Story et c'est un album un peu inspiré par l'opéra, très doux, très sirupeux et toujours dans cette dynamique de se dire que finalement l'univers vaincra, l'amour résistera. Il faut qu'on reste sur terre et qu'on continue à se battre. En soi, ce n'est pas une carrière de ouf ou révolutionnaire, mais je trouve que elle est intéressante de par sa trajectoire justement particulière et par le fait qu'elle ait représenté quelque chose qui était inédit à l'époque et qui sous certains aspects est très commenté, une femme noire qui est un peu à part, qui parle de ce dont elle veut parler exactement comme elle veut le parler, qui fait ses clips exactement comme elle veut les faire. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens connaissent Gana B sans jamais avoir pu identifier Des'Ree qui finalement s'est évadée de l'industrie par cette voie qu'elle a uniquement choisie, tout en défendant de l'autre côté à chaque fois les droits de son œuvre face aux plus grosses pop stars américaines, ce qui n'est pas toujours une bataille aisée. Bref, que pensez-vous de sa carrière, de sa présence dans le game, de ses paroles qui sont parfois un peu légères, mais qui pour moi sont quand même assez rassurante. Je trouve que c'est une chanteuse exceptionnelle, mais je suis pas totalement fan de tout ce qu'elle a pu faire musicalement parce que des fois, effectivement, les mélanges pop, soul, rock, des fois folk, ça peut, sous certains aspects, mal vieillir à mon goût. Mais parfois, l'écouter sur certaines chansons comme Live, Gana B, Feel So High, Save Me, ça me rappelle justement des moments heureux de ma vie en fait. Et quand elle dit dans plusieurs interviews que la seule chose qu'elle voulait, c'est que les gens ressentent ce plaisir de se battre dans la vie et d'être ce qu'ils sont de bout en bout en écoutant sa musique. Je trouve que sur cet aspect-là, elle a parfaitement réussi et c'est peut-être le but de sa vie d'artiste en fait. C'était juste d'apporter un peu de fraîcheur ou d'espoir à des gens à des moments précis et de continuer à vivre sa vie en tant que professeur et désormais naturopathe, loin du game. I would always hope that my music would provoke some kind of positive feeling. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de cette bataille, de ce manque de respect de Sony, Machinos et Beyoncé envers elle, de ce manque de respect de Janet Jackson envers elle et de comment elle a réagi à chaque fois? Est-ce que vous voudriez un nouveau retour? Est-ce que vous voudriez la revoir sur scène ou en live? Ce qui semble peu probable vu comment elle a fait la promo de son dernier album sans aucun visuel, sans même qu'on la voit sur la pochette ou dans aucune promo. Mais est-ce que ça vous plairait de le faire? Ou alors est-ce que vous préférez qu'elle reste comme elle le souhaite dans l'ombre? Dites-moi tout ce que vous pensez de Des'Ree. Dites-moi quelle est votre chanson préférée d'elle et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.